Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 18, longueur et polarité des liaisons. La longueur d'une liaison chimique est définie comme étant la distance qui sépare les noyaux des deux atomes qui forment cette liaison. Elle est généralement exprimée en picomètres. Je vous rappelle qu'un picomètre, c'est égal à 10 à la moins 12 mètres. Par exemple, ici, pour la molécule H2, on a une longueur de liaison de 74 picomètres. Ça correspond donc à la distance idéale entre les deux noyaux où on a en fait une énergie minimale, où on va maximiser les forces attractives et minimiser les forces répulsives. Et là, si je substitue un atome d'hydrogène par un atome d'iode, comme l'iode est plus volumineux, la longueur de la liaison va augmenter. Donc, dans ce cas-ci, 161 picomètres. Donc, il faut comprendre que la longueur de liaison va refléter la tendance des rayons atomiques des atomes qui la constituent. Et je vous rappelle la tendance du rayon atomique dans le tableau périodique. Plus on va vers la gauche et plus on va vers le bas du tableau périodique, plus le rayon atomique augmente. En guise d'exemple, je vais prendre les acides halogénés. Alors, HF va avoir la longueur de liaison la plus courte de tous, suivi de HCl, suivi de HBr et enfin suivi de HI. Et il existe une relation généralement inverse entre la longueur d'une liaison et la force d'une liaison chimique. Donc, la liaison HF, c'est non seulement la plus courte parmi les quatre qu'on a ici, mais c'est également la plus forte. Inversement, la liaison entre H et I, c'est la plus longue parmi les quatre et c'est également la plus faible, la plus facile à briser. OK, on va illustrer ce concept-là avec les liaisons covalentes carbone-carbone. Alors, il existe une relation inverse entre la force et la longueur d'une liaison. Si je prends la liaison simple carbone-carbone, on a une longueur de liaison de 154 picomètres. La force de cette liaison-là est de 347 kJ par mol. Alors, j'ai un coût énergétique de 347 kJ pour briser une mole de liaison simple carbone-carbone. On va comparer ça à la liaison double. Donc, on a une longueur de liaison de 133 picomètres et la force de cette liaison-là est de 620 kJ par mol. Donc, liaison plus courte, énergie plus forte. On peut noter au passage que 620 n'est pas le double de 347. Ça vient du fait que dans une liaison double, on a une liaison sigma, donc un recouvrement axial d'orbitales atomiques, et également une liaison pi, qui est un recouvrement latéral. Comme le recouvrement latéral est non optimal, les liaisons pi sont plus faibles que les liaisons sigma. Donc, ce qui explique pourquoi 620 n'est pas le double de 347. OK, maintenant, si on regarde la liaison triple, c'est une longueur de liaison encore plus courte, à 120 picomètres, et son énergie est encore plus grande, donc de 812 kJ par mol. Encore ici, 812 n'est pas égal à 3 fois 347. Ça vient du fait qu'une liaison triple, on sait, on a une liaison sigma et deux liaisons pi. Parlons maintenant du moment dipolaire de liaison. Alors, comme on l'a vu précédemment, les liaisons covalentes polaires génèrent un moment dipolaire de liaison qu'on va représenter à l'aide d'un vecteur qui va partir de l'atome le moins électronégatif qui a une charge partielle positive vers l'atome le plus électronégatif qui a une charge partielle négative. On symbolise le moment dipolaire par la lettre grecque mu et
on définit le moment dipolaire comme la mesure quantitative de la polarité d'une liaison ou d'une molécule. Le moment dipolaire est exprimé en coulomb-mètre, mais peut aussi être exprimé en Debye. Alors, il y a certains exercices du livre où on vous demande soit une réponse en Debye ou la donnée initiale est donnée en Debye. Donc, voici le facteur de conversion utilisé. 1 Debye est égal à 3,336 fois 10 à la moins 30 coulombs fois mètre. Alors, comment calculer le moment dipolaire? Le moment dipolaire va être égal au produit de la charge Q et de la distance entre les charges. Okay, donc, Q, c'est la charge qui est exprimée en coulombs. Et pour une molécule diatomique, ça va être égal à la valeur absolue de la charge partielle portée par l'un ou l'autre des atomes. D, c'est la distance qui doit être exprimée en mètres. Par exemple, ici, on a un exercice, on nous demande de calculer le moment dipolaire de la molécule de HF, sachant que la charge partielle portée par le fluor est de moins 6,96 fois 10 à la moins 20 coulombs et que la longueur de cette liaison est de 92 picomètres. D'accord, donc je sais que la charge est égale à la valeur absolue de la charge partielle. C'est donc égal à 6,96 fois 10 à la moins coulombs. Et ça va maintenant me permettre de calculer mon moment dipolaire. Alors, 6,96 fois 10 à la moins 20 coulombs fois la distance exprimée en mètres. Donc là, 92 picomètres. Je vais traduire ça en 10 à la moins 12 mètres. Et il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice. Ça me donne 6,40 fois 10 à la moins 30 coulombs fois mètre. OK, si je veux maintenant convertir en Debye, il ne me reste plus qu'à diviser par le facteur de conversion qui est 3,336 fois 10 à la moins 30. Et j'obtiens à ce moment-là une valeur de 1,92 Debye pour ce moment dipolaire-là. OK, passons maintenant au pourcentage de caractère ionique qui va nous permettre de décrire la nature d'une liaison chimique d'une façon quantitative. Alors, on a vu précédemment qu'il y a essentiellement trois grandes familles de liaisons chimiques. Les liaisons covalentes pures, donc par exemple le HH, donc quand il n'y a pas de différence d'électronégativité là, entre les deux atomes qui forment la liaison. Et si je commence à augmenter là, la différence d'électronégativité, comme par exemple dans le HF ou dans le HCl, là, à ce moment-là, le pourcentage de caractère ionique va augmenter progressivement. Et à l'autre extrémité, lorsqu'on atteint une liaison qui est purement ionique, comme par exemple dans le NaCl, où il y a eu vraiment un transfert d'électrons là, entre le sodium vers le chlore, bien là, le pourcentage de caractère ionique va atteindre essentiellement 100%. D'accord? Alors, la plupart des liaisons vont exister à quelque part sur ce continuum-là, entre 0 et 100. Et cette valeur-là de pourcentage ionique là, va nous permettre de décrire de façon précise où est-ce que notre liaison se situe. Alors, comment le calculer? Bien, le pourcentage de caractère ionique va être égal à la valeur absolue de la charge partielle, donc encore une fois portée par l'un ou l'autre des atomes, sur la valeur absolue de la charge élémentaire. Donc ça, c'est la charge portée par un seul électron, exprimé en coulombs. Donc la charge élémentaire, c'est donc moins 1,60 fois 10 à la moins 19 coulombs, mais on va la prendre donc en valeur absolue. Et ce ratio-là, on va le multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Alors, par exemple, ici, on est toujours dans la molécule HF. On nous demande de calculer son pourcentage de caractère ionique, toujours en sachant que la charge partielle portée par le fluor de moins 6,96 fois 10 à la moins 20 coulombs. Alors, pourcentage de caractère ionique est égal donc à la valeur absolue de la charge partielle
sur la valeur absolue de la charge élémentaire fois 100. On peut remarquer que les unités de Coulomb s'annulent ici, ce qui me donne une valeur de 43,5%. D'accord? Donc, c'est le pourcentage de caractère ionique de la liaison entre l'hydrogène et le fluor. Alors, ici, on a un exercice. On demande essentiellement les mêmes calculs pour la molécule de HCl. Alors, je vais vous demander de faire ça par vous-même à la maison. On va corriger ça ensemble. Mais avant de faire l'exercice, posez-vous la question, est-ce qu'on s'attend à un pourcentage de caractère ionique plus faible ou plus grand que celui du HF? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.